Alors, je suis bien contente, en fait, de vous donner aujourd'hui un petit cours sur le cerveau. Mon but dans la vie, c'est simple, c'est de vous prendre par la main, de vous amener dans le merveilleux monde du cerveau, notre si fantastique cerveau. Tenter avec vous de faire la différence entre la psychiatrie et la neuropsychologie, qu'on comprenne un peu les comportements qu'on voit autour de nous. Est-ce que c'est une maladie psychiatrique? Est-ce que c'est une maladie neurologique? Et, écoutez, puis vous raconter toutes sortes de belles histoires reliées au cerveau qui sont tout aussi fascinantes les unes que les autres. Alors, allons-y de ce pas. Le cerveau fait partie de ce qu'on appelle le système nerveux central. Mon premier but, là, c'est de créer un lexique commun. On va tous se créer le même dictionnaire, on va tous se trouver les mêmes mots. Donc, j'ai quelques petites définitions. Je ne passerai pas la soirée sur les définitions, je vous le jure. Et ensuite, on va pouvoir avancer. Donc, le système nerveux central. C'est à quoi il sert le système nerveux central, qui comprend le cerveau? C'est de prendre l'information qui vient de l'extérieur. Vous êtes exactement en train de faire ça ici et maintenant. Vous prenez l'information qui vient de l'extérieur, moi, OK? Vous traitez cette information-là. Oh mon Dieu, as-tu vu comment elle est habillée? OK, c'est là où vous dites plein d'affaires. Ensuite, vous produisez une réponse, soit rester assis ou partir à courir si c'est trop long. Et vous devez coordonner ces différentes réponses-là. C'est ce qui a permis à vos ancêtres de survivre, c'est ce qui va vous permettre de survivre aussi. Vous sortez dehors, il y a une voiture qui passe très rapidement, vous devez tout de suite dire, mon Dieu, c'est dangereux, il y a une voiture, et reculer. On a l'impression que ça arrive tout seul, mais ça arrive par l'action coordonnée du cerveau qui fait partie du système nerveux central. Le système nerveux central, là on s'en va encore plus gros, fait partie de ce qu'on appelle en général le système nerveux. Le système nerveux a deux parties. La première partie dont j'ai parlé, qui est le système nerveux central, qui comprend majoritairement le cerveau. Et il y a le système nerveux périphérique, donc qui est en périphérie. Okay? Juste, je ne passerai pas la soirée sur le système nerveux périphérique, mais vous allez voir qu'il est important. Le système nerveux périphérique, il fait deux choses. Il organise l'information qui arrive vers vous et celle qui va repartir de vous. Donc, il organise, lui, l'input et l'output, okay, du système nerveux. Et c'est le gardien, en fait, la première porte d'entrée du système nerveux central. Une information ne peut pas aller à votre cerveau si d'abord et avant tout, elle ne passe pas par votre système nerveux périphérique. Pour voir quelque chose, vous avez besoin de yeux. Okay? Donc, l'information arrive là, elle va être traitée par le cerveau. Donc, ça, c'est la première chose importante à considérer. Gardons deux, trois petites minutes sur le système nerveux périphérique. Comme je vous disais, il prend l'input de l'environnement et il va créer un output pour faire quelque chose. Okay? Comment ça se fait? Bien, d'où vient son input de l'environnement? Il vient de ce qu'on appelle des récepteurs sensoriels. OK? Si vous prenez votre ongle et la paume de votre main et que vous faites ça, vous avez senti quelque chose. OK? C'est parce que sur votre peau, vous avez des récepteurs sensoriels, vous en avez partout. Le poil sur votre bras, c'est des récepteurs sensoriels. Là, vous êtes assis, vous ne sentez pas grand-chose, mais vos fesses sentent quelque chose, vous êtes assis sur une chaise. Hein? Vous ne flottez pas dans les airs, là. OK? Donc, vous avez des récepteurs sensoriels partout sur votre corps qui, lorsqu'ils sont activés, envoie un message au cerveau. Ça, c'est l'input. Donc, le récepteur sensoriel qui est relié au sens. Là, après ça, il y a un petit traitement qui se fait dans le cerveau et ensuite, vous devez créer un output. Je pars à courir, je recule si la voiture arrive parce que je vais me faire frapper. Et ça, c'est fait par ce qu'on appelle les nerfs moteurs, OK, et les muscles. Si vous devez vous reculer parce que la voiture risque de vous frapper, ça va vous prendre une réponse musculaire. Et donc, ça, c'est le cerveau qui a envoyé un message en disant « bouge ». Et là, vous allez bouger. Okay? Donc, c'est un superbe travail qui se fait très, très rapidement. Et tout ça, c'est fait par le système périphérique. Moi, je dis toujours à mes étudiants, la façon de se souvenir du système périphérique, c'est tout ce qui est en bas du cou. À peu près comme ça. Okay? Le système périphérique est séparé en deux parties, puis je ne vous poserai pas de questions à l'examen là-dessus. Je veux que vous le compreniez, par exemple. OK? Donc, là, je suis en bas du cou, moi, là. OK? Deux parties. Une partie qu'on appelle le système nerveux somatique et le système nerveux autonome. OK? Pourquoi? Parce que vous avez besoin des deux. Le système nerveux périphérique somatique, lui, crée les actions volontaires. Si je vois un ours, si, par exemple, derrière vous, je dis « Mon Dieu, un ours! » Eh bien, vous allez tous partir à courir. OK? Et pour ça,
vous avez besoin de voir l'ours, hein? Donc un récepteur sensoriel, qui va créer une réponse musculaire et vous allez partir à courir. D'accord? Ça, c'est ce qui va vous permettre de bouger. Le système nerveux autonome, lui, il régularise les organes internes, toutes les glandes. Vous allez avoir chaud, okay? Vous allez faire pipi dans vos culottes, okay? Etc., parce que vous avez eu très peur. Et ça, c'est vraiment le système nerveux autonome qui va vous faire avoir toutes ces choses-là qui nous arrivent quand on doit répondre rapidement à quelque chose de difficile pour le cerveau. C'est tout ce que je voulais vous dire sur le système nerveux périphérique. Et ça, c'est bien beau. Dans le fond, quand on pense à ça, on dit, mon Dieu, j'ai juste besoin de ça. Une paire de muscles, partir à courir, puis des glandes pour me faire avoir chaud, pour que je ventile un peu, puis ça va être correct. Donc, j'ai pas vraiment besoin du cerveau. C'est faux. Pour cette raison aussi. C'est vrai que si vous voyez un ours enragé qui rentre, on va se sauver. Et ça va être possible grâce à l'action concertée du système nerveux périphérique autonome et somatique. Je viens de vous le dire. Par contre, pour savoir que c'est un ours, puis qu'il est dangereux, ça prend un cerveau. Ça prend une interprétation de cette information-là comme étant une information potentiellement dangereuse. Parce que si vous n'aviez pas un cerveau pour vous dire « il est gros, puis c'est un ours », vous ne vous sauveriez pas et vous seriez mort. D'accord? Donc, le cerveau, à quoi il sert? Vous allez voir comment c'est important, puis quand on a des dérèglements du cerveau, comment des fois ça peut être un peu bizarre. Donc, il sert à interpréter la situation, à la mettre en lien avec d'autres choses qu'on sait, qu'on voit, qu'on entend, et ensuite de dire, OK, c'est dangereux, il faut que tu partes. Et c'est à ça que le cerveau va servir. Donc, ça, c'est un petit schéma très rapide d'un peu de ce que je viens de vous dire. Le cerveau reçoit un message du système nerveux périphérique par l'entremise des récepteurs sensoriels. Il va traiter cette information-là et il va produire une réponse, partir à courir, se fâcher, répondre à vrai ou faux quand on vous le demande, etc. Et donc, pour le reste de cette conférence, je ne vous parlerai que du cerveau. Le cerveau doit être protégé. Vous le savez comme moi, c'est un des organes les plus sensibles et il doit être protégé. Il y a 3 niveaux de protection. D'accord? Le premier élément de protection du cerveau, bien évidemment, c'est le crâne. On ne passera pas 4 heures là-dessus, mais c'est vraiment ce qui est juste sous cette couche ici de peau, donc le crâne. Le crâne, en passant, il est lui aussi protégé par d'autres sources, puis on n'entrera pas là-dedans. Ensuite, on entre encore un peu plus le creux. Alors là, on part de l'extérieur, puis on s'en va vers ce merveilleux cerveau. Le deuxième élément de protection du cerveau, c'est ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien. On le voit bien ici en bleu. Ah, ça, c'est un cerveau d'enfant, mais en bleu, c'est un liquide qui entoure systématiquement, même au niveau de la moelle épinière ici, hein, on le voit moins bien, mais il est vraiment là, tout le cerveau. D'accord? Et il va aller jusqu'au bout de la moelle épinière. Quand on fait une ponction lombaire, ça fait mal. Okay? On vous rentre une grande aiguille ici dans le dos. Pourquoi? Parce qu'on veut aller chercher ce liquide-là. Et la seule façon d'aller le chercher, c'est par le dos, parce qu'on ne va quand même pas faire un trou dans le cerveau puis il n'y en a pas ailleurs. Okay? Et donc, on entre tranquillement entre 2 vertèbres, une aiguille, et on va aller retirer un peu du liquide céphalorachidien. Pourquoi on veut avoir de ce liquide-là? Parce que ce liquide-là contient des substances, que je vais vous décrire un peu tantôt, qu'on ne peut pas avoir dans le sang. Hein? On a du sang partout. Si je veux vous prendre du sang, je vais vous prendre une prise de sang, c'est réglé. Ce liquide-là contient des choses qui ne passeront jamais dans la circulation sanguine, et c'est ce qu'on veut, parce que c'est le liquide qui protège le cerveau. Okay? Alors, c'est tout ce liquide-là. Donc, c'est un espace rempli de liquide. Il protège votre cerveau. Quand on fait une commotion cérébrale, par exemple, vous vous tapez la tête, pas volontairement, là, mais sur un mur, OK? Qu'est-ce qui va arriver? Ça va causer, pas toujours, une commotion cérébrale. C'est comme un bleu sur votre cerveau, OK? Parce que même si vous avez un crâne, essayez d'imaginer. Vous avez un crâne, vous avez un cerveau à l'intérieur, mais qui flotte dans un liquide. Fait qu'il bouge un peu. Pas tant que ça, mais il bouge. OK? Alors, si vous avez un gros boom, vous cognez fortement la tête dans un accident d'automobile, par exemple, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si vous vous cognez la tête au front, le front rentre dans la fenêtre, votre commotion risque d'entrer en arrière.
Pourquoi? Parce que ça va créer ce qu'on appelle un contre-coup. Pensez-y. Parce que là, essayez d'imaginer, là, mettez-vous un petit cerveau dans un petit bocal, là, puis donnez un coup ici, c'est là que ça va fesser en premier. Okay? Et donc, le cerveau, avec la force du coup, va aller fesser à l'arrière. C'est pour ça qu'on voit des étoiles en passant, je vous expliquerai tantôt. Et va aller fesser à l'arrière et créer, en fait, comme un bleu, c'est pas vraiment un bleu, sur le cerveau. Ça peut causer des pertes de mémoire transitoires. D'accord? Parce que, bon, le cerveau s'occupe de toutes sortes de choses, y compris la mémoire. On n'aura pas toujours, c'est pas nécessairement parce qu'on se tape la tête qu'on a une commotion cérébrale. Bien sûr, si on commence à s'endormir tout de suite après, c'est signe qu'il y a eu atteinte, qu'il y a eu un petit shake-up en bon québécois de cette structure-là. Alors, c'est bien connu, les boxeurs ont énormément de commotion cérébrale. C'est pour ça que des fois, on comprend pas tout ce qu'ils nous disent. J'ai une collègue qui s'appelle Maryse Lassonde à l'hôpital Sainte-Justine, aussi à l'Université de Montréal, qui ne fait que ça, étudier les séquelles des commotions cérébrales répétées. Il y avait un joueur de hockey qui en faisait tout le temps, 100 000. Lindros. Sur le fonctionnement du cerveau, etc. Puis essayer de les convaincre d'arrêter ça, mais bon, ça c'est une autre histoire. Okay? Ça, voici la commotion cérébrale. Le troisième élément de protection du cerveau, il est extrêmement difficile à voir à l'œil nu. Mais c'est un des plus importants. C'est ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Dans les années, mon Dieu, il y a de cela très longtemps, des chercheurs se disent, il doit bien y avoir quelque chose qui protège le cerveau outre le liquide céphalorachidien. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont pris des animaux et ils ont injecté de la teinture bleue. OK, dans le sang, puis ils ont regardé, dans le sang. Ils ont dit, peut-être le sang, est-ce que le sang se rend au cerveau? OK? Et ils ont injecté de la teinture bleue et ils ont vu que tous les tissus de l'animal se teintaient en bleu, sauf le cerveau. OK? Et donc, c'est même pas le liquide céphalorachidien, parce que le liquide céphalorachidien entoure le cerveau. La question, c'est, y a-t-il quelque chose qui rentre dans le cerveau? Vous me suivez? Et donc, tout était bleu, sauf le cerveau. Ils se sont dit, ah! Donc, ça veut dire qu'il y a une autre barrière qui protège cette structure-là. Et c'est ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. La barrière hémato-encéphalique, c'est le plus grand cauchemar des chimistes dans les compagnies pharmaceutiques. Pourquoi? Parce que voici la loi. Ne peut passer la barrière hémato-encéphalique qu'une substance chimique très petite ou très graisseuse. La barrière hémato-encéphalique, voyez ça là, comme vous voulez aller dans un bar ce soir, et là, il y a plein de portiers, ce qu'on appelle des bouncers en québécois. Ils sont tous gros, là, puis tous très, très graisseux comme ça. Okay? Et là, vous voulez passer. Vous n'avez pas la carte pour entrer. Vous avez deux choix. Soit vous êtes très petit, vous passez entre les jambes, ou vous êtes aussi graisseux qu'eux pour vous défendre puis passer. Okay? C'est exactement ça. Donc, ne peut passer qu'une substance très, très, très petite, on parle de millième de micron, ou très graisseuse. Ce que ça veut dire, là, c'est qu'à chaque fois que vous prenez un médicament qui va avoir un effet sur un mal de tête, sur la dépression, sur toutes sortes de choses qui se passent dans la tête, ce médicament-là, on l'a cherché pendant des années, premièrement pour qu'il fasse l'effet désiré. On en a plein de médicaments qui font l'effet désiré. Ça, c'est quasiment facile à trouver. Ce qui est difficile, c'est de prendre ce médicament-là puis de s'arranger pour qu'il passe. Parce que la barrière va dire « tu passes pas ». Alors, on peut avoir le meilleur médicament au monde, mais il ne passera pas la barrière hémato-encéphalique, il est inefficace. Alors, le but, c'est de trouver le médicament qui fait ce qu'on veut qu'il fasse et de s'arranger pour qu'il passe cette barrière-là. Et c'est pour ça que c'est si difficile de trouver des médicaments qui vont avoir une efficacité clinique au niveau du cerveau. Mais le cerveau, lui, fait son travail et dit, moi, je ne laisse rien passer parce que sinon, tous les petits virus qu'on voit passer nous donneraient évidemment des plus gros problèmes. Alors, ce cerveau-là, OK, il contient 100 milliards de cellules de ce qu'on appelle les neurones. Je vais les résumer tantôt. Le poids d'un cerveau adulte, c'est 3 livres. Moi, je suis encore en livre, désolée. Okay? Celui d'un bébé, c'est moins d'1 livre. Et pour voir la grosseur de votre cerveau, prenez deux points comme ça, puis collez-les. C'est à peu près, là, d'avant en arrière, ce que vous allez avoir comme grosseur du cerveau. Donc, plus vous avez des grosses mains, ça va tout ensemble. Okay? Et oui, notre cerveau est principalement composé d'eau, qui est en fait le liquide céphalorachidien, okay, qui contient des choses intéressantes, et parce que ce liquide-là va entourer les structures cérébrales. Ici, vous voyez le cerveau sous différents angles. Ça ici, c'est le cerveau vu de côté. Ça, c'est le front. Les yeux sont ici. Ce que vous voyez ici à l'arrière, ça s'appelle un cervelet, qui est un mini-cerveau en soi. Okay?
Et ça ici, c'est derrière de la tête. Ça ici, c'est quand je le vois tout bien enveloppé. Si je le coupe en deux, c'est ça que je vais voir. Je vais voir le milieu. Hein? Ça, c'est le cervelet qu'on voit ici coupé en deux. Et ici, on voit la structure qui relie les deux cerveaux. Je vais y arriver tantôt, mais on a deux cerveaux. Un cerveau gauche et un cerveau droit, qui sont reliés entre eux, parce que sinon ça tomberait, cette affaire-là, là, par ce qu'on appelle un corps calleux. Et je vais vous raconter l'histoire des callosotomisés tantôt. Okay? Et ça ici, c'est par en dessous. Ça, si j'étais comme ça, alors ben mon menton, il serait quelque part ici. Ça, c'est le frontal, le front, et vous voyez le corps calleux par en dessous. D'accord? La première question importante, vous avez cette espèce de grosse masse gélatineuse, grise, beige, drabe, là. Et là, vous vous dites de quoi c'est fait. C'est quoi qu'il y a dans cette structure-là? La chose la plus importante d'un cerveau, ça s'appelle un neurone. Et un neurone, c'est la cellule. Il y a, comme je vous disais, des milliards et des milliards de cellules. Et une cellule, ça ressemble à ça. Okay? Il y a trois parties très, très importantes à une cellule. Il y a ce qu'on appelle le corps cellulaire. Ça, là, voyez ça comme un humain. Ça, ici, c'est la tête. Ça, c'est le corps. Ça, c'est les jambes. Okay? Et comme nous, la cellule, sa partie la plus importante, c'est la tête. Donc, le corps cellulaire, si vous cassez ça, la cellule meurt. Comme nous, si vous me coupez le cou, je meurs. Mais vous pouvez me couper une jambe, je peux survivre. Okay? Toute l'information se passe ici. Tout l'échange d'informations va arriver ici, puis au bout. Okay? Ce que vous voyez ici, le petit rond noir, c'est la cellule, vraiment le corps cellulaire, la cellule d'ADN qui va faire qu'on peut faire d'autres neurotransmetteurs. C'est ce qui fait que la cellule génère l'information qu'elle va transporter. Une fois que l'information est transportée, elle va être ramenée le long de ce qu'on appelle l'axone. Okay? Ça, c'est entouré d'une gaine de myéline pour que l'information aille plus vite. Alors, vous savez, nos fils électriques, on les entoure de choses spéciales pour que ça aille plus vite puis que l'électricité ne se passe pas de tous les côtés. C'est la même chose. Et ensuite, l'information arrive dans les terminaisons axonales et là, l'information va sortir d'ici puis va aller s'attacher sur un autre corps cellulaire au bout. Je vous explique, je rentre dans le détail. Donc, un neurone, c'est exactement comme un bureau de poste. Ça reçoit de l'information à vue du bleu, à vue du bleu, à vue du bleu, à vue du bleu. Okay? Pour que l'information s'achemine et qu'on puisse produire une réponse. D'accord? Des fois, vous allez voir, ça c'est comme le jeu du téléphone, à vue du bleu, à vue du feu, puis à la fin, à vue du feu. Et ça peut donner des drôles de choses. Donc, ça reçoit de l'information et ça l'envoie. C'est ce qu'on appelle la communication neuronale. Un neurone parle à l'autre. Un neurone tout seul, ça ne sert à rien. Premièrement, ça va mourir. Et deuxièmement, ben, on va juste se dire, elle a vu, elle a vu, elle a vu, elle a vu, puis il ne se passera rien. Okay? Donc, les neurones se parlent entre eux, comme on a dit tantôt, dans un langage chimique et électrique. Vous avez besoin des deux types de langage. Vous ne pourrez jamais fonctionner sans le travail concerté de ces deux types de langage-là. Et là, vous avez besoin de récepteurs et d'expéditeurs. C'est pareil comme un FedEx. Je décide de vous envoyer quelque chose Purolator ou FedEx. OK, je suis l'expéditeur et vous allez être le récepteur. Je dois dire à la personne à qui je vais donner l'information, allez porter ça à Sarah Paquin, peu importe. OK? Donc, vous êtes le récepteur. Si le type de FedEx arrive, vous n'êtes pas là, il va regarder autour, il va dire, ben là, je fais quoi? C'est la même chose dans un système neuronal. Et voilà, je vais vous passer un petit peu de temps ici pour vous expliquer comment ça fonctionne exactement. OK? OK. Regardez bien ça. Je recule pour vous expliquer. Voilà. Ça ici, c'est le corps cellulaire. On revient. Ça, c'est la terminaison, l'axone. Et ça, ce sont les terminaisons axonales. OK? Les terminaisons axonales, c'est elles qui relâchent l'information. OK? C'est ce qu'on appelle le neurone présynaptique. Vous allez voir tantôt parce que vous allez tout vous mêler sur mon graphique-là. OK? Ce qui fait qu'une cellule parle à l'autre cellule, ça s'appelle une synapse. Donc, quand je vous parle de neurone présynaptique, c'est celui qui relâche, c'est celui qui envoie. OK? Et quand je vais vous parler de neurone postsynaptique, c'est l'autre neurone avec son corps cellulaire. Les dendrites que vous voyez ici, là, ça s'appelle une dendrite. Lui, là, il va aller se coller sur une autre cellule, il va aller se coller au bout ici, puis lui, il va dire, OK, moi, je le reçois. Donc, lui, c'est le neurone postsynaptique. Vous comprenez? Alors, moi, je relâche une information au bout des pieds, vous l'attrapez avec votre main, puis vous le traitez avec votre tête. Alors, on va aller voir comment ça fonctionne.
Donc, ce type ici, attends, qui là-dedans? Oui, OK. Ça ici, c'est la terminaison axonale du neurone présynaptique. Hein, on s'en fout. Okay? Donc, vous savez, le neurone qui a relâché là, au bout des jambes, là, ça c'est lui. Okay? Celui-là, c'est le dendrite du neurone postsynaptique. Le corps cellulaire de celui-ci est juste là. Ça, c'est l'espèce de bébite qu'il y avait pour recevoir. Okay? Donc, ces deux neurones-là veulent se parler. Comment ça va fonctionner? Commençons par le neurone présynaptique. Dans la cellule, dans le corps cellulaire, il y a ce qu'on appelle la synthèse d'un neurotransmetteur. Le neurotransmetteur, c'est le colis que je vais envoyer par FedEx. Okay? Il y a différents types de neurotransmetteurs et sans ça, vous ne penseriez, vous ne seriez rien fondamentalement. Alors, je synthétise le neurotransmetteur dans le corps cellulaire. Une fois que je l'ai synthétisé, c'est-à-dire je l'ai produit, je l'envoie tout le long de l'axone et je le relâche. Comment on va faire pour le faire passer tout le long de l'axone? Pas fait ça, là, je ne suis quand même pas pour shaker l'axone. Okay? Ça prend une force qui va pousser le neurotransmetteur qui a été synthétisé tout le long de cet axone-là. C'est ce qu'on appelle le message électrique. Okay? Donc, le message chimique, c'est le neurotransmetteur qui se synthétise. Puis pour l'envoyer sur le bout, on va créer ce qu'on appelle un potentiel d'action, c'est pas important. Il va avoir un message électrique, OK, qui va faire que ça va passer tout le long, bloup, ça va se relâcher. Sans électricité, il n'y a rien qui passe. Si vous avez trop d'électricité, vous êtes épileptique. C'est vrai? OK? Je vais vous parler tantôt de ce qu'on fait avec ça. Donc, le message chimique a été créé, électrique, ça passe au bout. Quand il arrive au bout, là, on est à la synapse de tantôt. Et là, on va revenir à la chimie. OK? Donc, on relâche le neurotransmetteur ici, et le neurotransmetteur va aller se coller sur la prochaine cellule. Et donc, ce que vous voyez ici, les petits triangles, c'est le neurotransmetteur. OK? Un neurone, je rends ça simple pour le besoin de la chose. OK? Un neurone ne produit qu'un seul type de neurotransmetteur. Il y en a différentes sortes. Alors, si moi, j'envoie des boîtes bleues, bien, j'envoie des boîtes bleues. Puis vous envoyez des boîtes jaunes. Mais n'envoyez pas de boîte bleue, par exemple, on va être mêlés tantôt. OK? Donc, lui, il envoie des boîtes rouges. Lui, il envoie un neurotransmetteur. Et là, le neurotransmetteur se retrouve dans ce qu'on appelle une fente synaptique. Ça, c'est la fente qui est entre celui-ci et celui-là. Pourquoi c'est important? Parce que quand il est là, il faut qu'il fasse quelque chose, lui-là, parce que s'il ne fait rien, il va se faire manger. Parce que dans la fente synaptique, il y a des enzymes qui disent « Ah ah, moi, je nettoie tout. » Vous voyez ça comme des Pac-Man. Fait que lui, il se retrouve dans la fente synaptique et il dit « OK, attends une minute, il est où mon récepteur? Parce que là, il faut que je fasse de quoi? » OK? Et donc, il va essayer de trouver le récepteur qui, lui, est propre. Le récepteur, c'est ce que vous voyez ici en jaune. Il n'y a qu'un type de récepteur par neurotransmetteur. D'accord? Donc, c'est comme une clé puis une serrure. Vous devez trouver la serrure pour que votre clé fonctionne. Alors, si vous êtes un neurotransmetteur qu'on appelle de la dopamine et que je vous relâche sur une cellule de sérotonine, il ne se passera pas grand-chose. Là, vous allez être seul à dire, mon Dieu, il faut que je trouve de la dopamine. OK? Et une fois que vous avez trouvé votre récepteur propre à vous de dopamine, boum, vous allez vous attacher sur ce récepteur-là, et là, le message va recommencer à passer. Et là, vous allez dire à la cellule, synthétise encore plus de dopamine, puis relâche-en, et ça va créer, vous allez voir, c'est important, ce qu'on appelle des autoroutes de neurotransmission. Vous allez créer ce qu'on appelle un système dopaminergique. On sait d'où ça part, puis on sait où ça va. Un système sérotoninergique, on sait d'où ça part, puis on sait d'où ça va. Et vous savez quoi, dépendamment de où ça va, on sait à quoi servent chacune de ces régions-là, expliquant les effets sur votre comportement. Vous allez voir, on va se retrouver tantôt. Les principaux neurotransmetteurs qu'on connaît et leur lien dans la maladie mentale, on les voit ici. Sachez une chose, puis je vais y revenir à la fin, la psychiatrie. Ici, vous êtes dans un hôpital, un institut psychiatrique. Le psychiatre, la psychiatrie s'intéresse aux dérèglements neurochimiques des neurotransmetteurs qui peuvent mener à la maladie mentale. Et c'est pour ça qu'on va donner des médicaments en espérant qu'ils passent la barrière hémato-encéphalique, qui vont pouvoir
régler ou organiser le dérèglement. Ce qu'on sait à ce jour, il y a 4, je mets les 4 plus connus, il y en a d'autres. On connaît la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline et le GABA. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui s'en va dans un système dopaminergique. On sait que c'est impliqué dans la maladie de Parkinson. Dans la maladie de Parkinson, il y a un petit noyau qu'on appelle la substance noire qui dégénère. Et ce noyau-là produit de la dopamine. Alors, pour traiter, on donne quelque chose pour aider à la synthèse de dopamine. À l'inverse, dans la schizophrénie, on produit trop de dopamine. Et donc, il va falloir trouver des médicaments qui vont diminuer la dopamine. Il y a un excellent film qui vous donne un peu ce qui résulte des dérèglements, de ces 2 dérèglements-là. Et c'est une très belle histoire qui est véridique. Le film, c'est Awakening, avec... Qui est dedans? Robin Williams. Okay, c'est un film dans les années 80 et c'est une histoire vraie. Le médecin qu'on voit dans ce film-là, c'est un médecin qui a vraiment existé. Et dans ce film-là, les gens, ils dorment tout le temps. Hein, vous vous souvenez? Et lui suspecte que c'est parce qu'il y a eu une infection virale à un moment donné qui aurait diminué la dopamine à tel point que c'est même plus Parkinson, ils dorment. Donc, vous savez, à un moment donné, dans le Parkinson, on arrête de bouger. On devient sans bouger. Alors, il a suspecté ça. Il leur donne la dopamine. Il leur donne la dopamine. Il leur donne la dopamine sous forme de médicaments et ils se réveillent. Et chez ceux qui ont vu le film, à un moment donné, il en donne, et là, il commence tout à être un peu bizarre puis à être un peu psychotique. Hein, il commence à halluciner puis à devenir, il y en a trop donné. Okay? Et donc, on joue dans des systèmes comme ça qui vont d'un à l'autre. De toute évidence, je simplifie beaucoup, mais c'est en général les fonctions de ces différents neurotransmetteurs. La sérotonine, elle est impliquée dans la dépression. Et tantôt, je vais vous expliquer le fonctionnement des médicaments comme le Prozac ou les antidépresseurs qu'on voit. La noradrénaline aussi, elle est impliquée dans la dépression, dans la mémoire émotionnelle. Le GABA, et en général, tous ces neurotransmetteurs-là sont activateurs. Quand ils vont toucher à la cellule, ils vont l'activer. Ils vont dire « fais quelque chose ». Mais si vous aviez juste des neurotransmetteurs activateurs, vous seriez toujours en état d'épilepsie. Parce qu'à un moment donné, il faut dire « wow, 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 on arrête ». Okay? Le GABA, c'est un neurotransmetteur inhibiteur. Quand il touche à la cellule qui a son récepteur, il l'arrête. L'épilepsie, c'est des grands foyers épileptiques. Ce sont des grands foyers électriques de cette activité électrique-là dont je vous ai parlé dans le cerveau qui se propagent. Et c'est souvent des dérèglements au niveau du GABA. Il n'y en a plus assez, donc plus assez d'inhibition, trop d'activation, épilepsie. Alors, les médicaments antiépileptiques vont jouer sur ce type de neurotransmetteur. Donc, je vous ai parlé qu'est-ce qui est relâché, comment ça fonctionne. La communication neuronale, et ça ici, c'est un vrai neurone, on ne le voit pas si bien, mais c'est un vrai neurone qu'on a photographié au microscope électronique. Chaque neurone, et vous voyez bien ici, ça aussi, c'est un vrai neurone qu'on a dans le cerveau. Chaque neurone établit une communication, comme je vous ai dit, avec d'autres neurones qui contiennent les mêmes neurotransmetteurs. Ça crée donc des autoroutes de neurotransmission, par exemple le système dopaminergique. Le type de message reçu dépend du type de neurone. Okay? Ce qui est important de comprendre, c'est le message que je reçois va dépendre de quel type de neurone a été activé. Vous vous souvenez quand je vous ai dit, vous prenez l'information de l'extérieur et vous l'amenez vers vous, ça c'est dû à des neurones qu'on appelle sensoriels. Ce sont des neurones qui partent du corps, parce que vous en avez, OK, et qui vont vers le cerveau. Ce sont des cellules sensorielles. Vous faites bouger un petit peu les poils de votre corps. Quand il fait froid, là, puis j'ai des frissons. C'est ça. Okay? Et là, vous savez que vous avez froid. L'autre type, ce sont des neurones moteurs qui prennent l'information qui vient du cerveau et qui vont l'envoyer vers le corps. Donc, sensoriel, ça arrive au cerveau. Par les synapses qui sont faites, l'information se transmet et ensuite, on renvoie l'information. Maintenant, la question importante, comment l'information sensorielle, c'est celle qui arrive des sens, se rend-elle au cerveau et comment l'information va-t-elle retourner vers le corps? Eh bien, à cause de la colonne vertébrale et de cette. Donc, vous avez tout, vous avez le cerveau, OK? Donc, le système nerveux central comprend à la fois le cerveau et la colonne vertébrale. Et là, il y a tous des petits nerfs ici qui vont partir, des nerfs qui vont aller vers le corps. Et donc, l'information va voyager, va aller rejoindre une des vertèbres ici et va monter au cerveau.
Donc, c'est un mince regroupement de nerfs qui se prolonge du cerveau et qui est enfermé dans un os. Et c'est pour ça que lorsqu'on a un accident de voiture et qu'on se casse, par exemple, la colonne vertébrale, l'information qui arrive des sens ne rejoint plus le cerveau. Quelqu'un qui est quadraplégique ou paraplégique, s'il ne marche plus, c'est pas parce que ses jambes sont mortes, c'est parce que son cerveau ne peut plus contrôler ses jambes. Parce que l'information qui arrivait des jambes et qui passait par la colonne vertébrale pour aller dire au cerveau « marche », puis là, le cerveau disait « marche », elle ne se rend plus. Et là, l'information, l'autoroute est arrêtée, l'information ne se rend plus. Alors, le cortex. Donc, ce cerveau dont j'essaie de vous décrire les vertus depuis tantôt. Alors ça, c'est un vrai cerveau. Comme je vous ai dit, on a un hémisphère gauche et un hémisphère droit qui sont attachés entre eux par ce qu'on appelle, bon, ici, c'est ce qu'on appelle le sulcus interhémisphérique, parce que quand vous regardez un vrai cerveau, j'ai voulu en amener un, mais il y a toujours quelqu'un qui s'évanouit. Vous l'ouvrez juste un petit peu, c'est ce qu'on appelle le sulcus interhémisphérique, et quand vous l'ouvrez, vous pouvez voir ce qui leur tient ensemble, cette espèce de corps calleux ici. Hein? Là, on l'a coupé, bien évidemment, mais c'est vraiment ça qui rejoint l'information. Et ça, c'est important, le corps calleux, ça ne fait pas juste tenir vos deux cerveaux, parce qu'il faut que l'information qui est traitée par votre cerveau droit soit envoyée au cerveau gauche. Sinon, vous allez avoir un problème, parce que ce que votre cerveau droit fait, d'autres, ils ne le sauront pas, ils vont tomber en chicane. Okay? Et donc, l'information va se rendre comme ça. Quelque chose d'important à comprendre, c'est que tout dans le cerveau est ce qu'on appelle contralatéral. C'est-à-dire que votre cerveau droit contrôle le côté gauche de votre corps, et le cerveau gauche contrôle le côté droit de votre corps. Okay? Voyons les divisions morphologiques du cerveau. Il y a juste deux divisions, je veux faire très simplement parce que là, on pourrait s'attarder. Il faut faire la différence entre ce qu'on appelle les structures corticales et les structures sous-corticales. Les structures corticales, c'est vraiment l'enveloppe extérieure du cerveau. Okay? Ce sont les structures les plus évoluées. Chez l'humain, l'humain est l'espèce qui a le plus grand niveau de structure corticale. À l'intérieur, donc caché sous ça, on a ce qu'on appelle les structures sous-corticales ici. Okay? On les voit ici. Donc, ça ici, c'est du cortex, mais en dessous, là, c'est toutes des structures sous-corticales. Et le cortex, les structures corticales sont là pour protéger les structures sous-corticales. Parce qu'elles sont extrêmement fragiles. Le cortex, il est fragile aussi, mais il est capable d'en prendre, lui. Les structures sous-corticales sont très, très, très fragiles. L'une de ces structures qui est très fragile, c'est ce qu'on appelle la formation réticulée, qui est un peu imbriquée là-dedans. Et si vous avez un gros accident de voiture et vous tombez dans le coma, vous avez atteint la base de votre cerveau, cette formation réticulée qui vous tient en éveil, et là, vous êtes en mort neurologique. Donc, ça prend vraiment une grosse structure pour faire les bonnes sœurs et être capable de protéger ces structures-là. Allons voir les structures sous-corticales. Allons faire un tour dans le cerveau. Si vous regardez un cerveau puis vous l'avez coupé, souvenez-vous, hein, vous avez un corps cellulaire, un axone qui, lui, est entouré de myéline qui fait que l'électricité passe plus vite. Okay? La myéline qui entoure l'axone pour faire passer l'électricité, c'est blanc. C'est blanc, c'est une structure blanchâtre. Alors, si vous regardez un cerveau coupé, il y a du gris tout autour comme ça et il y a du blanc. Le gris, c'est ce qu'on appelle la matière grise. Et c'est composé majoritairement des corps cellulaires, des cellules. Et la matière blanche, qu'on voit ici, c'est composé majoritairement des axones. Alors, vous voyez, toutes les big boss, hein, les corps cellulaires sont tout autour et ils vont envoyer leur information vers les structures sous-corticales et vice-versa. Tout le monde se parle. Et là, vous avez vos autoroutes. OK? Regardez ici, en plein milieu du cerveau, vous pouvez avoir, il y en a plein, ce qu'on appelle un noyau. Un noyau, c'est de la matière grise en plein milieu de matière blanche. Vous en avez un ici en mauve. Okay? Pourquoi? Parce que ce noyau-là comprend des corps cellulaires qui sont regroupés selon le neurotransmetteur qui sécrète. Vous vous souvenez, tantôt, je vous ai parlé de la substance noire qui est un noyau dans le cerveau qui dégénère? C'en est un, ça. Et ce noyau-là contient majoritairement des corps cellulaires dopaminergiques. Okay? Si on regarde les structures sous-corticales, il y en a 3 ou 4 importantes à voir. Il y a ce qu'on appelle le thalamus, l'hypothalamus, la glande pituitaire et le système limbique.
L'épithalamus et le thalamus sont en plein milieu ici. Bon, ça, c'est les yeux, OK? Et c'est ces structures-ci, là. On est en sous-cortical, OK? Ça, là, c'est une gare de triage. Regardez bien la beauté du système. L'information rentre par vos yeux, par exemple. Et là, il faut bien qu'elle aille quelque part, là. Hein, c'est des neurones. Toum, toutoum, toutoum, toutoum. Et là, il dit, OK, je m'en vais où? Attends une minute, on va à la gare de triage. On s'en va au thalamus puis à l'hypothalamus. Et là, le thalamus va dire, OK, c'est visuel, tu t'en vas en arrière. C'est auditif, tu t'en vas à gauche. C'est frontal, c'est moteur, tu t'en vas en avant. Et lui, il va envoyer l'information selon la nature de cette information-là. Alors, vous comprenez l'importance des structures sous-corticales, parce que si vous n'avez plus de thalamus, vous allez être mêlé en titi. Okay? L'hypothalamus, c'est la glande maîtresse du cerveau. C'est elle qui vraiment va générer toutes les réponses du corps, la faim, l'agressivité, la soif, le stress, nommez-les. Et donc, encore là, c'est une des glandes maîtresses et c'est pour ça qu'il faut les protéger. Deux autres structures qui sont très importantes, qui sont encore sous-corticales. Vous avez ce qu'on appelle l'hippocampe et on l'appelle comme ça parce que des chercheurs qui avaient pris trop de vin ont dit que ça ressemblait à un cheval de mer. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais en tout cas. Donc, cette région ici, et tout au bout de l'hippocampe, vous avez ce qu'on appelle l'amygdale. Pas ces amygdales-là, les amygdales-là. Okay? Ces deux structures-là sont très importantes. Vous en avez peut-être entendu parler. L'hippocampe, parce que c'est l'une des structures les plus largement impliquées dans l'apprentissage et la mémoire. C'est l'une des premières structures qui meurt dans la maladie d'Alzheimer, expliquant les troubles de mémoire. Et l'amygdale, c'est l'une des structures les plus largement impliquées dans la peur et l'émotion de peur. Les gens qui ont des grands traumas, les gens qui souffrent de désordres d'origine post-traumatique ont des hyperactivités ou ils ont eu des problèmes au niveau de l'amygdale. Vraiment, je ne voulais pas m'attarder sur les structures sous-corticales parce que elles sont vraiment du triage. Bon, par exemple, l'amygdale, si c'était de la peur, on va aller la chercher là, etc. Mais ensuite, toute l'information va être traitée vraiment dans les structures sous-corticales. Et donc, on va s'attarder un petit peu plus sur ces structures-là. Elles sont fonctionnelles, hein? C'est pas juste une enveloppe, cette affaire-là. Là. Il y a 4 lobes corticaux. OK? Très importants. Et là, on les voit sous différentes couleurs. Donc, ça, c'est mon œil, hein, et ça, c'est mon cervelet, donc je regarde par là. En vert, vous avez ce qu'on appelle le lobe frontal. C'est parce que c'est pas loin du front. Okay? En rose, c'est ce qu'on appelle le lobe temporal. Il n'est pas loin de la tempe. Okay? Derrière, le lobe occipital. Okay? Et en haut, ici, en vert, ça, c'est en jaune, excusez. C'est ce qu'on appelle le lobe pariétal. Okay? Là, vous le voyez ici au niveau du dessus, par en dessous, etc. Pourquoi je trouve ça important de vous dire ça? Et là, on va commencer à mettre des choses ensemble. Okay? Parce que chacune de ces divisions-là a une fonction différente. Elles servent à des choses différentes. Et là, on va passer à travers ça. Okay? Le lobe frontal, il s'occupe de tout ce qui est moteur. Vous marchez, c'est votre lobe frontal qui vous fait marcher. Vous jouez au tennis, c'est votre lobe frontal qui vous fait jouer au tennis. D'accord? Quand vous voyez des gens qui se promènent sur la rue puis qui sont paralysés d'un côté seulement, ils sont hémiplégiques. Ils ont eu une lésion dans le lobe frontal. S'ils sont hémiplégiques à gauche, ils sont paralysés à gauche, où est la lésion? Frontale droite. OK? Parce que la droite contrôle la gauche. Alors, étant donné que le cerveau droit contrôle tout le côté gauche, ils ne sont pas paralysés des deux côtés et ils n'ont pas eu un accident de voiture qui leur a cassé la colonne. Ils ont eu une lésion au cerveau qui contrôle le côté gauche et là, il n'y a plus d'informations qui passent très bien et on doit réapprendre à marcher. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce que je vous décris pour tout de suite, c'est ce qu'on appelle les aires primaires. On recommence. L'information arrive de l'extérieur, mettons visuel, et là, ça arrive dans le cerveau au thalamus. Le thalamus, OK, prenons moteur. L'information arrive motrice, OK, je suis comme ça, puis je me dis, je me suis fait mal au doigt, peu importe, ou je fais ça comme ça avec mes deux doigts. Même si je ferme mes yeux, mon cerveau sait que je fais ça. Donc, comment il fait pour savoir ça? L'information arrive au thalamus, il dit, moteur frontal.
Et là, ça s'en va dans ce qu'on appelle l'aire primaire, la première porte d'entrée du frontal. Il y a 3 portes au frontal, la première. Et là, le frontal dit, là, les droits croisés. OK? En fait, c'est même pas ça qu'il dit, l'aire primaire, il fait juste dire, il se passe quelque chose de moteur. Le lobe temporal, ici, lui, il s'occupe de l'audition. Vous m'entendez. Puis en plus, c'est des mots, c'est un peu compliqué, là. OK? Si je faisais ding, dong, c'est temporal. L'information passe, s'en va au thalamus, c'est auditif, boum, t'en vas temporal. Et là, le temporal dit c'est auditif. OK? Occipital, c'est la vision. C'est pour ça que si vous recevez un coup en arrière, vous voyez des étoiles. C'est vrai? OK? Donc, on va s'occuper de la vision. Actuellement, je suis en train d'activer votre lobe frontal, votre lobe occipital primaire. OK? Et le pariétal, lui, s'occupe de ce qu'on appelle la kinesthésie, la sensation. OK? Si vous faites ça, je me gratte, j'ai mal, j'ai chaud, c'est la sensation, la perception, la kinesthésie. Alors, c'est un superbe système. Par ces chaînes de neurotransmetteurs, l'information arrive avec les registres sensoriels, les récepteurs sensoriels, arrive au thalamus qui, selon la nature de la modalité, auditif, visuel, etc., va envoyer l'information là où elle doit aller. Maintenant, si c'était juste ça, on dirait chaud, 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 faim, faim, marcher, marcher. Okay? Le cerveau, il ne sait pas encore. Il sait juste que vous avez vu quelque chose. Il n'a même aucune idée de ce que c'est encore. Il sait juste qu'il a vu quelque chose. C'est pourquoi. Il faut que l'information se transmette. Alors, partout où l'information est arrivée dans les aires primaires. Et là, l'information, par l'entremise des neurotransmetteurs, va se transporter dans les aires secondaires et associatives. OK. L'information arrive, par exemple, dans le frontal parce que c'est moteur. Cette information-là, encore en frontal, va s'en aller dans les aires secondaires. C'est juste un petit peu plus loin dans le frontal. Okay? Mais dans cette région-là, il y a des cellules encore plus spécialisées qui, là, on va dire, elle a commencé à marcher du pied gauche. Elle n'a pas juste marché, elle a commencé à marcher du pied gauche. Et en plus, cette information-là va aussi se transférer au lobe occipital pour vous faire dire, elle a commencé à marcher du pied gauche parce qu'elle a vu un trottoir. Elle a vu un trottoir. Et c'est là que toute l'information va commencer à se parler. Elle a reculé par un geste moteur parce qu'elle a vu une voiture arriver qui aurait pu la tuer. Et c'est par ces messages-là, chacun envoie un message à l'autre, qu'on va pouvoir arriver à faire un sens de tout ce que l'on voit. Donc, l'information, à un moment donné, va s'intégrer à tous les niveaux pour créer une image correcte et tout à fait adéquate du monde. Comment est-ce que le trajet se fait de la cellule réceptrice au cerveau? Je vais vous donner 3 exemples. OK, comment ça passe? Là? Parce que là, je vous en ai dit beaucoup. Bon. La première question, comment est-ce qu'on fait pour sentir quelque chose? Okay, vous prenez une fleur, vous dites « je sens la fleur ». Non seulement vous dites « je sens la fleur », mais vous dites « c'est une fleur ». Et je vous gage que vous ne prendriez pas une moufette pour dire « je veux sentir, voir qu'est-ce que ça sent ». Parce que vous savez déjà que c'est une moufette, il ne faut pas le faire. Vous me suivez? Donc, il y a eu un message qui a été envoyé, qui a été interprété, qui vous empêche de faire le geste. Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, avez-vous déjà remarqué que vous avez des poils dans le nez? Puis en vieillissant, on en a plus, je pense. Je vous expliquerai tantôt. Pourquoi? C'est exactement pour ça. Parce que quand vous sentez quelque chose, vous ramenez l'air dans le nez, ça fait bouger les petits poils. Le poil, c'est le récepteur sensoriel. Alors, le poil bouge. Quand le poil bouge, ça fait partir le message. Ça pèse sur le bouton, si on veut. Ça fait partir le message en activant le neurone. La chaîne de neurones commence. Ça s'en va dans le thalamus. On a senti quelque chose. Et là, on va dire, regardons, j'ai senti quelque chose. Comment entendons-nous? Avez-vous déjà remarqué que vous avez du poil dans les oreilles? C'est vrai? Quand on a un son, c'est de la fréquence, c'est une vibration. Quand la vibration entre dans l'oreille, ça fait bouger les poils. Quand le poil bouge, le récepteur sensoriel est activé, on pèse sur le bouton. L'information s'en va dans quelle région du cerveau? On vient d'entendre?
temporale. OK? Et là, on vient d'entendre quelque chose. Votre mari vous flatte ce soir. Vous avez des poils ici. Ça bouge. Vous bougez le récepteur sensoriel, ça s'en va au cerveau. Quelle région? Pariétal. Et vous dites, oh mon amour. OK? Quand on voit, voir, c'est vraiment flyé. Parce que quand on voit, le cerveau, c'est comme un appareil photographique. Quand ça s'en va en occipital, l'information est renversée 2 fois. Elle est renversée de haut en bas et de gauche à droite. Et c'est la job du cerveau de remettre ça à l'endroit. OK? On ne sait pas trop pourquoi ça arrive, mais ce qu'on sait, c'est que vraiment, le cerveau va voir comme ça et il va remettre cette information-là à l'endroit. Ça va lui prendre du temps avant d'être capable de faire ça. Vous êtes-vous, j'ai déjà posé la question, pourquoi quand vous faites un petit bébé en bas de 3 mois, il se marre? C'est parce que le bébé en bas de 3 mois n'est pas capable de faire ça, il vous voit à l'envers. Il vous voit littéralement à l'envers. Okay? Peut-être d'autres raisons pour lesquelles il a des problèmes de digestion. Là. Ben lui, il vous voit à l'envers. Fait que guili, là, il dit, évidemment. Dernière région que je vais vous parler avant de vous parler des dysfonctionnements, ça c'est le système limbique qui, comme je vous le disais, qui est vraiment sous-cortical, qui lui est composé de l'hippocampe, des amygdales, de toutes ces choses-là. Et c'est une collection de structures qui est loin à l'intérieur. Et comme je vous l'ai dit, c'est ça qui est important pour la peur et l'émotion, etc. Je vais terminer en faisant la différence entre la neuropsychologie et la psychiatrie. OK? Comme je vous ai dit, la psychiatrie s'occupe des dérèglements neurochimiques du cerveau, dopamine, etc. OK? La neuropsychologie, elle, étudie les effets des lésions cérébrales sur le cortex. Qu'est-ce qui arrive si vous avez une lésion au lobe frontal? Oui, vous allez être hémiplégique. Vous allez être hémiplégique si la lésion est dans l'aire primaire. Qu'est-ce qui arrive si elle est dans l'aire secondaire et tertiaire qui, elle, recevait de l'information de gauche et à droite? Vous allez voir que ça va donner lieu à des dérèglements qui sont assez intéressants. Comment est-ce qu'on sait que chaque région, tout ce que je vous ai dit, OK, ça c'est occipital, c'est vision, temporale, j'ai quand même pas fait un dessin, là. Comment est-ce qu'on sait ça? Bien, on a étudié les effets des lésions cérébrales. Comment est-ce qu'on se fait une lésion cérébrale? Quand on a un accident cérébrovasculaire, parce qu'on a trop de cholestérol, trop de sang, ça fait, non pas trop de sang, ça fait un caillot, et là, les caillots se promènent dans votre corps, et partout dans votre corps, vous avez des grosses artères, ça passe. Mais dans le cerveau, vous avez aussi des artères. Sachez que vous n'avez pas de sang sur le cerveau. Si le sang touche le cerveau, c'est comme de l'acide. Okay? Alors, les artères sont dessus le cerveau et vont le nourrir. Mais ils sont tout petites parce que là, le cerveau, c'est pas gros. Alors, votre caillot qui était bien heureux pendant tout ce temps-là, lui se promène, et là, il arrive en haut, et là, ça commence à prendre, puis c'est tout petit, boum, ça pète, hémorragie, accident cérébrovasculaire, le sang touche le cerveau, boum, lésion cérébrale. Je vous fais ça chicken swell, là, mais c'est à peu près ça, OK? Donc, on s'est dit, si une lésion dans une certaine région du cerveau affecte toujours le même type de comportement, ça veut donc dire que cette région-là est impliquée dans ce comportement-là. Vous me suivez? Et donc, c'est en étudiant des gens qui avaient des lésions un peu partout qu'on en est arrivé à faire la cartographie du cerveau. Mais avant, je vais juste vous faire un petit peu d'histoire, parce que c'est une histoire qui est intéressante. Vous savez, la localisation cérébrale des fonctions, de dire ça, c'est pas né d'aujourd'hui, ça s'est fait avec maître Joseph Francis Gall au début du 18e siècle, qui, avec Lombroso, c'était deux chercheurs très flyés, qui s'étaient rendus compte que si vous touchez, si je vous regarde la tête là, comme il faut, là, on n'a pas toutes des bosses à la même place. Quand on se fait raser, on se dit toujours « Oh mon Dieu, je savais pas que j'avais une bosse là. » Et là, ils se sont regardés les gens, puis on dit « Ouais, ben Puis là, ils se sont dit « Pardon, peut-être que c'est le cerveau qui pousse sur le crâne et qu'en regardant où sont les bosses, on pourrait voir à quoi ça sert cette région-là. » Alors, Maître Gall a fait, dans cela très longtemps, une cartographie du cerveau, et c'est de là que vient la notion « la bosse des mathématiques ». Et là, à la fin, il était vraiment rendu flyé. Vous pouvez voir de ces cartographies, si vous allez, faites phrénologie, P-H-R-E, accent aigu, N-O-L-O-G-I-E, c'est le maître de ce qu'on appelait la phrénologie. Faites ça sur Google, vous allez voir plein de belles cartes. Et là, il s'était lâché lousse, notre ami Gall, parce que là, vous aviez le goût de la science quelque part en pariétal, le goût du vin est à peu près ici. Et là, vous avez, si vous voyez bien, c'est toutes des petites images de ce que ça fait. Le sexe est à quelque part au milieu, là.
Et bon, voilà. Et ensuite, évidemment, Lombroso, qui était un sociologiste, un criminaliste dans le temps, il s'est dit, ah! Et donc, je sais où est la bosse de la violence. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il se promenait dans les prisons, puis il touchait la tête des prisonniers, puis quand il n'y avait pas la bosse de la violence, il les laissait sortir. Ouais. Il faisait d'autres lésions. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Voici le terme, la phrénologie, Lombrosio. Et en 1863, un type arrive, Paul Broca, qui était un chirurgien dans le temps, et qui se rend compte qu'à chaque fois, il se rend compte probablement qu'il y a des gens qui développent un problème de la parole. Hein? Je me souviens plus. Agrammatisme. Moi, université, semaine passée, cours, donnez-moi. OK? Et là, il dit, coudonc. Il donne le terme d'aphasie à ça, des troubles du langage, et quand les patients meurent, il va faire une autopsie, il se rend compte systématiquement que tous ces patients-là ont une lésion au cerveau gauche, en frontal, aire associative. Et c'est là qu'il va dire la phrase rendue très célèbre, on parle avec notre cerveau gauche, si on est droitier. Okay? Si on est gaucher, on parle tout le temps. Okay? Ensuite, dans les années 70, on va étudier des patients callosotomisés. Penfield, qui était ici, qui est reconnu pour ça, à l'Institut neurologique de Montréal. Vous savez, des fois, vous avez de l'épilepsie qui est intraitable. Hein, il y a de l'épilepsie qui est traitable, mais il y a de l'épilepsie qui est tellement intraitable qu'à chaque 2 minutes, le patient fait une crise d'épilepsie. Ça, c'est parce que le foyer épileptique est dans une région du cerveau et que là, par l'entremise du corps calleux, vroom, ça se transmet de l'autre bord, puis là, c'est parti. Alors, ils se sont dit, si on coupe les deux cerveaux, on va empêcher le foyer épileptique de se transposer. Peut-être qu'on va leur donner une qualité de vie. Et oui, effectivement, ils leur ont donné une qualité de vie et ils les ont rendus ce qu'on appelle des split brain, callosotomisés. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que le cerveau gauche, il n'avait pas la même personnalité du tout que le cerveau droit, hein, et que ce sont des patients très intéressants. Rappelez-vous, le cerveau gauche contrôle la main droite, le cerveau droite contrôle la main gauche, et un patient callosotomisé, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment idée. Des fois, il chicane les deux, là. Parce que le cerveau gauche, on s'est rendu compte qu'il y avait ces capacités-là, plus langage, on savait qu'on parlait avec le cerveau gauche, très analytique, très sériel, et là, il y a plein de gens qui sont partis avec ça. Le cerveau droit est beaucoup plus spatial, holistique, on voit la globalité des choses. Et c'était des patients qui avaient vraiment des problèmes au niveau de gérer ces deux côtés-là des choses. Donc, on s'est rendu compte de ça. Maintenant, je veux juste passer avec vous, qu'est-ce qui arrive quand on a une lésion. Regardez bien la beauté de ce système-là. Là, vous connaissez tout le système. Lésions primaires. Donc, les régions primaires s'occupent vraiment de la base. Je vois. Je ne sais pas quoi, mais je vois. Ça veut dire que je suis en occipital. Temporal, c'est auditif. Pariétal, kinesthésique. Frontal, moteur. Qu'est-ce qui arrive quand on a une lésion dans ces cortex primaires moteurs? Comme je vous l'ai dit, quand on a une lésion au niveau moteur frontal, primaire, on est hémiplégique. Hein? Ce sont les gens qui sont paralysés du côté contralatéral à la lésion. Quand on a une lésion au cortex temporal, primaire, on a ce qu'on appelle des déficits auditivo-perceptuels. On entend, mais comment je pourrais, c'est très dur à expliquer. Une note là peut paraître si pour vous. C'est comme si vous étiez un daltonien des sons. Suivez? Vous entendez, vous comprenez le langage, tout ça, c'est toujours un peu décalé en tonalité. Okay? Mais ça, c'est pas si pire. On s'entend. C'est moins pire qu'une hémiplégie. Quand vous avez une lésion au niveau occipital, OK, vous avez ce qu'on appelle une hémianopsie. Sachez une chose, le cerveau droit contrôle tout ce qui est à gauche. Donc, il contrôle tout ce qui est dans votre hémichamp gauche. Hémichamp gauche, là, mettez une main droite devant vous, là, puis tout ce qui est à gauche, c'est contrôlé par votre cerveau droit. Puis tout ce qui est à droite, c'est contrôlé par votre cerveau gauche. Donc, quand vous avez une lésion de l'aire primaire occipital, toute la gauche, mettons que la lésion est à droite, n'existe pas. C'est tout noir. Mais vous le savez, fait que vous faites ça de même. On n'est pas la poignée. Mais c'est carrément comme ça. Vous ne pouvez plus conduire, OK? Mais vous le savez, puis vous allez essayer de compenser toujours. C'est pas votre œil qui est atteint. Vous n'êtes pas aveugle. L'information passe dans l'œil de la même façon, mais une fois arrivé au cerveau, il y a un problème au niveau de l'aire primaire. Et si la lésion est à droite, vous allez avoir une hémianopsie gauche. Si la lésion est à gauche, vous allez avoir une hémianopsie droite. Si maintenant, vous avez une lésion au niveau du cortex primaire pariétal, vous allez souffrir de ce qu'on appelle une extinction simultanée. Je pourrais même vous en faire une sans lésion, mais on ne le ferait pas. Une extinction simultanée, c'est-à-dire que si je prends 2 doigts puis je vous touche les 2 épaules, puis vous avez les yeux fermés, vous allez dire « tu me touches les 2 épaules ».
OK? Si vous avez une lésion pariétale droite, là, je vous fais un petit test, là, puis je vous touche les deux épaules en même temps, laquelle vous ne sentirez pas? La gauche. OK? Mais si je la touche tout seul de même, vous allez la sentir. OK? Mais vous ne la sentirez pas parce qu'un cerveau va gagner sur l'autre, fondamentalement. Vous voyez que les lésions du cortex primaire, ça va. Je dis, c'est pas cool, là, mais ça va. Le problème émerge quand la lésion, puis vous savez, des fois, la lésion, elle ne choisit pas d'être localisée très, très bien, juste primaire, juste secondaire. Des fois, c'est des grosses lésions qui vont atteindre à la fois le primaire, le secondaire, et c'est là que ça crée des gros syndromes. Quand la lésion tombe en secondaire, là où toute l'information se rencontre, ça donne lieu à des choses assez spectaculaires. À l'inverse, la psychiatrie, comme je vous l'ai dit, pour revenir, c'est un problème de dérèglement neurochimique. Les dérèglements neurochimiques, c'est exactement au niveau de ce que je vous ai dit ici. Et selon les types de neurotransmetteurs qui sont impliqués, L-Dopa pour Parkinson, ça va jouer sur la synthèse, vous allez avoir plus de dopamine, ou on va la diminuer dans le cas de la schizophrénie. Prozac va jouer sur la dépression, la sérotonine, et dans la schizophrénie, quand on a trop de dopamine, on va essayer de diminuer ces taux-là. Et ça, c'est le psychiatre qui, connaissant toute la neurochimie, selon les manifestations que vous faites, va être capable de vous aider à ce niveau-là. Et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci.